Alors si je rejoins mo5.com, c'est tout simplement parce que j'ai des amis qui en font partie, qui sont clairement de l'univers du jeu vidéo depuis pour certains une bonne vingtaine d'années, comme Douglas Alves par exemple, et que j'avais répondu à son appel à l'aide pour fournir des produits dérivés, des jouets, des posters, etc. pour l'exposition de Game Story au Grand Palais. Et que j'avais clairement tout ce qu'il fallait pour les aider. Voilà. Donc j'aime bien partager ma passion du produit dérivé avec tout le monde. Donc c'était l'occasion de proposer ces objets-là à l'exposition. Une activité dont je suis plus ou moins habitué en étant spécialiste du produit dérivé, là aussi depuis des années. Donc si j'ai rejoint mo5.com, c'est tout simplement pour aider à proposer le jeu vidéo dans un environnement particulier qui est le produit dérivé, le cinéma, la télévision. Le truc, c'est qu'avec Game Story, on a clairement la possibilité de proposer le jeu vidéo dans un contexte historique, un contexte cinématographique, un contexte télévisuel et un contexte objet. Et le contexte objet, c'est ce qui est ma partie et voilà, donc j'ai fourni tout ce qui était produits dérivés dans l'exposition Game Story, des figurines Action Force qui sont en fait les ancêtres de G.I. Joe, quelques mangas aussi, du Dragon Ball, du Cobra, du Donjon et Dragon, des figurines que personne ne connaît en France mais qui étaient bel et bien sorties au moment de la sortie du jeu de rôle. Etc. Un gros alien surtout, un très gros alien qui a la particularité d'être un jouet sorti en 79 et qui est particulier dans le sens où sortir un jouet pour un film qui n'est pas pour les enfants, c'était déjà le lancement, comment dirais-je, d'un marché pour collectionneurs qui ne disait pas son nom. Donc historiquement parlant, ça a aussi un sens. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que effectivement la présentation des jeux vidéo en question m'intéressait, puisque tout se déroule dans un contexte particulier. Alors pour le jeu vidéo, tout comme j'allais dire pour la télévision, un peu moins le cinéma, a un problème évident et qui est lié à son support, qui est numérique, c'est que la dématérialisation le guette. Et même s'il y a des supports physiques que sont les cartouches pour les consoles, des disquettes pour des très vieux jeux sur PC par exemple, le problème c'est que si personne n'y fait gaffe, on va finir par perdre tout ça. Donc c'est exactement comme moi avec mes produits dérivés, avec mes maquettes, avec mes jouets, mes figurines. Si personne ne prend soin de ce genre de matériel, il va finir par se perdre. Et si en plus on ne le situe pas dans un contexte historique intéressant, autre que le simple collectionneur, ouais, chouette, super, ça me rappelle mon enfance, ce qui ne m'intéresse absolument pas, l'important c'est vraiment qu'il y ait au moins une trace de tout cela et effectivement qu'il y ait un travail d'archivage. Un travail d'archivage qui n'a rien à voir avec le fanboy qui va juste trouver ça super cool de retrouver une vieille borne d'arcade vieille de 20 ans. L'idée c'est vraiment, ce qui m'intéresse dans mo5.com, c'est le fait que non seulement l'objet est conservé, mais est conservé de telle manière à ce qu'il soit utilisable. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'avoir une cartouche où il y a une jolie petite image, je sais pas moi, de Ranma 1,5 ou de Dragon Ball pour ce qui me concerne beaucoup plus, qui est le manga et l'animation japonaise. Mais il faut que la cartouche elle marche, et pour qu'elle marche, il faut aussi une console qui marche. Et tant qu'à faire, il faut pouvoir la brancher sur une télévision qui peut-être n'existe plus. Donc là encore, c'est quelque chose qui m'intéresse et si je peux joindre l'effort de guerre pour l'archivage et la préservation de ce genre de matériel, c'est totalement dans mes cordes. Tout est bon à prendre, mais il est clair qu'il faut de l'espace, il faut des moyens pour archiver et entreposer tout cela de manière, comment dirais-je, safe, pour parler anglais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit à l'abri de la lumière, de l'humidité, de tout ce qu'on veut. Et puis surtout, il faut trouver un moyen de classifier les pièces et d'éviter de les entasser dans un entrepôt sans soin particulier, quoi. Donc c'est du travail de musée, littéralement. Hein. C'est mettre ça dans des jolis petits tiroirs en plastique, peut-être mettre ça dans des emballages particuliers, faire attention à l'hydrométrie, j'en sais rien moi, mais
le fait est qu'un musée ou surtout un lieu qui permettrait non seulement d'entreposer tout cela, mais de le mettre à direction du public, puisque c'est quand même important aussi de communiquer à ce niveau-là. C'est important, d'autant que le jeu vidéo en lui-même, c'est une chose, mettre ça sur des écrans, c'est une chose, mais mo5.com a des contacts, des membres d'honneur qui sont importants et qui peuvent apporter des pièces uniques. La pièce unique est souvent ce qui est le plus mis en avant dans les musées. Et là, on pourrait avoir certainement, j'imagine, les dessins de pré-production d'un jeu vidéo, peut-être la première carte avec les premiers jeux qui n'étaient pas sur des programmes mais avec des petits trucs électroniques, etc. Montrer la première carte qui a servi à faire tel ou tel jeu, montrer des pièces uniques. Et ça, je pense que c'est aussi le rôle d'emo5.com. Et s'il y a moyen de le montrer de manière correcte dans un musée qui est vraiment dédié et pas uniquement sur une exposition qui va durer 2 ou 3 mois, ça, je pense que c'est vraiment le but à atteindre et qui est le plus important. Toujours dans l'idée, par contre, pour moi, de présenter ça dans un contexte. Donc, ce que certains appellent maintenant la geek culture, c'est certainement ce qui aurait de plus intéressant à faire, de présenter ça dans un contexte et pas uniquement tel jeu vidéo, telle boîte, telle société. Tout ça, c'est un tout. C'est ce que moi j'appellerais la théorie des sous-ensembles. Et là, ils disent, mais c'est quoi?